Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Grasse, le Sud-Est. On va découvrir une entreprise incroyable, l'entreprise Robertet, une entreprise familiale, 4e génération, qui est le leader mondial des matières premières naturelles. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Je remercie tout particulièrement Anaïs Preto de Live Mentor, je vous incite à écouter également cet épisode-là, qui nous a mis en relation avec Fabien Josserot, le directeur adjoint de la division parfumerie. Robertet est une entreprise incroyable qui touche aux arômes et aux parfums. On va donc parler de RSE, on va parler d'innovation, on va parler de culture familiale. C'est passionnant et c'est parti. Bienvenue dans Extramuros, Fabien. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabien Josserand, le directeur adjoint du groupe Robertet, division parfumerie, si on est précis. C'est ça. Bienvenue dans Extramuros. Écoute, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Alors là, aujourd'hui, on part dans le Sud-Est, on part à Grasse, on est avec le leader mondial, pas national ni européen, mondial, des matières premières naturelles. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est ce groupe Robertet? Ouais, alors Robertet, écoute, c'est un groupe qui appartient à l'industrie des parfums et des arômes en général. Et les parfums et les arômes, pour le simplifier, c'est les goûts et les odeurs qui rentrent dans tous les produits que vous avez, que vous utilisez, du gel douche à produits pour la lessive, jusqu'à la parfumerie fine pour le côté parfum. Et arômes, c'est pareil, c'est tout ce qui se mange. Donc il y a une industrie qui est énorme en fait, qui travaille pour fabriquer ça pour le compte des marques, et qui est une industrie qui est très concentrée, sur laquelle il y a 8 géants mondiaux. Donc nous, on fait partie de ces segments-là. Et la particularité de cette industrie, c'est qu'on fabrique nos propres ingrédients, un petit peu comme si on était des cuisiniers qui avaient notre propre potager. D'accord. Et donc tu as des ingrédients synthétiques qui viennent de la chimie lourde et des ingrédients naturels qui viennent de l'agriculture, ce qu'on appelle les huiles essentielles. Tout le monde a déjà entendu parler d'huiles essentielles, par exemple. Ouais. Et nous, on a la particularité d'être le leader mondial sur ce segment-là. C'est-à-dire qu'on fabrique quasiment, on a plus de 1600 filières botaniques, ce qui veut dire des champs partout dans le monde, ce qui veut dire des centaines de milliers d'agriculteurs qui travaillent autour du groupe pour amener les meilleures fleurs, les meilleurs produits qu'on va nous derrière traiter pour les transformer derrière, et avec les nez et les aromaticiens, donc parfumeurs que les gens connaissent sous le terme nez, et les aromaticiens, on va fabriquer des goûts et des odeurs qui vont partir dans les produits finis. Et c'est une entreprise qui est qui aujourd'hui, je pense, est la plus vieille entreprise en activité de l'industrie, parce qu'elle a été créée en 1850 pour la maison mère. Mais on a acheté depuis certaines parties du groupe, dont une qui a été créée en 1799. Pour te situer, elle a été créée sur la route Napoléon, avant que Napoléon prenne la route Napoléon. Il ne le savait pas encore. Bravo. C'est grâce à vous qu'il est passé par là. Bon. Écoute, en tout cas, ça sentait bon, ça a dû l'attirer. Bon, du coup, j'ai déjà plein de questions. Alors, vous, c'est à la fois les arômes, ce qu'on goûte, et ce qu'on sent. C'est ça. C'est les deux. Et vous avez donc des essences naturelles qui viennent du monde entier, qui sont vos terrains, vos champs. Vous travaillez comment ça? Alors, ça dépend en fait. On possède une partie des champs. La plupart du temps, tu travailles en fait avec des producteurs locaux. Parce que quand je te parle de champs, ça se compte en centaines ou milliers de terrains de foot en termes de taille. Et quand tu parles de lavande, de rose en Turquie, que tu parles de jasmin en Inde, que tu parles de vétiver en Afrique du Sud ou à Haïti, on parle vraiment de surface colossale. Te donner une idée, quand on traite de la rose en Turquie au mois de mai, par exemple, on va avoir quasiment l'équivalent de 2 terrains de foot remplis sur 30 cm de pétales de rose tous les jours qui arrivent. On peut processer jusqu'à 90 tonnes de pétales. Un pétale, ça pèse 5 grammes. C'est en pleine terre. Et c'est des roses qui posent sur des rosiers classiques. Alors, c'est pas les rosiers d'ornement que les gens connaissent. C'est vrai que la nature fait les choses un peu bizarrement. En général, ce qui est très beau ne sent pas beaucoup. D'accord. Et donc, c'est des roses qui sont assez fragiles. Et c'est la fameuse rose de mai dont on parle, qui existe aussi à Grasse sur une variété différente. Tu sais, cette rose un peu iconique que tu vois dans les publicités, notamment des grandes marques de parfumerie. C'est notre métier, il est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on va
on va nous amener ou on va récolter nous-mêmes, cueillir nous-mêmes une fleur, on va la passer dans des machines. Alors je te parle de fleurs, on peut parler de graines, on peut parler de racines, on peut parler de bois, on peut parler de tout un tas de choses, d'écorces, tu vois, d'encens qui sont des résines d'arbres qui sont quasi fossilisées. Ouais. Donc on peut parler de plein de choses. Et du coup notre métier, c'est de prendre ça et d'en extraire le substrat odorant. Et ce qui est assez sympa, c'est que pareil, la nature fait bien les choses. En général, avec les mêmes matières premières, tu peux à la fois faire une odeur et tu peux aussi faire des goûts. Et donc voilà, on a tout un tas de machineries. Alors les techniques classiques que les gens connaissent, les alambics, la distillation, voilà, même principe qu'en fait pour faire de l'alcool. Ouais. Mais par contre, il y a bien sûr des dizaines d'autres procédés beaucoup plus évolués. Je te parle de biotechnologie, de biofermentation, d'extraction au CO2 à l'état supercritique, d'extraction au solvant volatile, des colonnes de distillation, du fractionnement. Donc voilà, on est si tu veux sur une industrie dont le métier c'est de prendre ce que la nature offre en termes d'odeur et de goût et de le transformer de manière très très essentielle pour derrière pouvoir composer autre chose, un petit peu comme si tu vois tu crées tes colorants à partir de fleurs pour faire un tableau. Voilà, c'est un peu notre métier en le vulgarisant. Ouais. Cette transformation, elle se fait au plus près du terrain, au plus près de la production. Elle se fait toujours, en fait, ça dépend des étapes. Quand tu es sur des matières premières sièges, donc je te dis, nous, on n'est pas loin des 1600 matières premières botaniques traitées dans le groupe. Donc t'imagines, sachant que pour certaines matières premières, tu as diverses origines. Donc ça nous amène à avoir des unités dans plus d'une 60aine de pays, mais de travailler avec quasiment tous les pays du monde, parce que c'est un peu comme le vin. Tu vas chercher le terroir. Si on te dit que l'encens, le meilleur du monde, est en Somalie, tu vas en Somalie. Et là, aujourd'hui, on travaille en Somalie, en Érythrée pour récupérer l'encens. On travaille au Paraguay avec le bois de kayak. On travaille au Salvador pour l'ambrette. Donc, des fois, tu es aussi dans des pays sur lesquels tu as un contexte géopolitique qui est pas forcément évident. Ouais. Et donc, ce qui a expliqué que Robertet, très, très tôt, a mis en place ce qui était de la RSE, enfin, ce qui maintenant s'appelle de la RSE, mais ce qui était pour nous du bon sens. C'est-à-dire, tu crées des écosystèmes localement. Ouais. Ça fait 50 ans qu'on est à Madagascar, par exemple. C'est-à-dire qu'on a vu plus de coups d'État à Madagascar que ce qu'on en a vu dans tous les autres pays du monde. Bien sûr. Et pourtant, ton job, c'est aussi, de faire les choses bien avec ces populations. Donc, oui, tu vas traiter la matière première. Déjà, tu vas la chercher là où elle est la plus iconique, là où tu as la meilleure qualité. Et ensuite, si c'est une matière première sèche, tu peux la récolter et la traiter plus tard. Tu vois, typiquement, l'encens, tu peux attendre d'en avoir et le traiter plus tard. Quand c'est des fleurs, tu dois les traiter en général dans la journée ou dans les 48 heures. Donc, tu vas faire des étapes de transformation intermédiaires. Et ensuite, tu vas pouvoir raffiner dans certaines de tes usines sur lesquelles tu as des technologies plus avancées. Mais effectivement, là où on a des fleurs, on a toujours des unités à côté qui nous permettent de traiter le produit quand il est le plus frais possible. On reviendra sur l'aspect RSE et sur l'aspect innovation, parce que on vient de l'effleurer. Du coup, ma question suivante que je vais retrouver tout de suite, c'était toujours sur cet aspect de production. Ça y est, elle est revenue dans ma tête. Après, c'est en France que vous assemblez tout ça? Ah non, pas forcément. Pas qu'en France, en fait. Si tu veux, on a donc cette activité de matière première, tu la compares au potager, et derrière, on va dire qu'on a nos cuisines. Ouais. Et ces cuisines-là, en fait, c'est nos centres de création et donc les usines de composition qui y sont attachées, parce qu'en fait, tu vas avoir donc tes créateurs. Et là, on a une quinzaine de centres de création qui sont en fait là où sont nos clients. Donc, tu en as sur tous les continents. Dans la plupart des grandes capitales, on a des centres de création parce que demain, tu peux avoir une idée, un L'Oréal en Chine qui va vouloir lancer un nouveau gel douche sur le marché. Le parfum, c'est bien qu'il soit créé par des créateurs qui ont le goût du pays, qui sont parfois sur place, des parfumeurs qui ont été formés en Chine, qui sont de nationalité chinoise. De la même manière, tu peux avoir un brief qui te dit, écoute, je veux le prochain best-seller mondial, Fine Fragrance, ou je veux la lessive Ariel Fête des Fleurs, si tu veux, qui va convenir à une 50aine de pays. Et donc, du coup, on a des centres de création dans lesquels nos parfumeurs travaillent avec des grosses équipes derrière, parce que quand je te parle d'équipes de création, tu parles de parfumeurs, tu parles de marketing, tu parles de laboratoire. Le tout, c'est pas de faire une odeur. Le tout, c'est de savoir si cette odeur, elle va bien sentir dans le produit, dans la lessive. Si tu te laves les cheveux avec, est-ce que ça va tenir 48 heures sur les cheveux, 72 heures? Donc, il y a beaucoup de technicité, ce qui explique pourquoi on est quand même des grosses sociétés à faire ça, et que c'est très dur pour une petite société, si tu veux, de rentrer sur ce segment, en tout cas au niveau international. Et du coup, derrière, à chaque centre de création, tu vas avoir des usines qui vont être en charge de fabriquer les formules. Donc, tu imagines qu'une formule, c'est une recette. Donc, tu as tes ingrédients d'un côté, tu as ton créateur qui te crée une formule, il peut y avoir 35, 50, 100 ingrédients. Et derrière, tu as une usine qui va mélanger tous ces ingrédients. Alors, tu sais, de manière, les gens le connaissent avec le fameux orgue du parfumeur. Tu sais, ça ressemble un peu
un orgue, en gros, tu as plein de fioles, tu as 2000, 3000 fioles et les gens composent, c'est un petit peu pareil au niveau industriel. Et derrière, on va livrer les usines de fabrication du produit fini chez nos clients, qui eux vont mélanger ça dans un shampoing, dans une crème, dans une lessive, dans une boisson si c'est pour un arôme, dans des chips, dans ce que tu veux. Ouais. Même l'essence aujourd'hui, je te dis, même l'essence est parfumée. Ah vu le prix que ça coûte, j'espère. Voilà, tu vois. C'est normal. Et c'est tellement rare maintenant. C'est ça. Très bien. Et donc en fait plusieurs cuisines en fait. La cuisine n'est pas uniquement centralisée à Grasse. Non, il y en a plusieurs. Et en fait, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que une odeur de rose doit être différente en Chine et ou en France? Est-ce que dans l'inconscient, une rose c'est pas la même chose à l'autre bout du monde? C'est complètement différent. Déjà parce que tu vas avoir des roses qui, en France, on va dire que la rose on la sent, dans certains pays on la consomme. Donc on va avoir beaucoup de choses. Tu vois, si tu vas en Inde par exemple. Tu as un côté rose très cher qui est énormément utilisé dans la consommation. Tu prends le monde musulman, par exemple, il faut savoir que les ablutions des musulmans se font souvent avec de l'eau de rose qui est mélangée donc à l'eau des ablutions. Donc en fait, pour 2 milliards de musulmans, la rose a un côté quasi religieux. Alors qu'en France, je te fais sentir une rose, tu vas me dire soit c'est une rose de parfumerie, super, c'est la Saint-Valentin, soit c'est une odeur de rose à parfum, et dans ce cas-là, cette odeur, t'es pas forcément familier de l'odeur parce que t'as pas tant l'habitude de la sentir que ça. Tu la sens dans un petit bout d'un Chanel, dans un petit bout d'un quelque chose, dans un petit bout d'une crème hydratante. Mais la vraie odeur de rose, donc oui, non seulement elle a une signification différente, elle peut venir d'espèces différentes, elle est hyper marquée par le terrain culturel, et c'est là où c'est en fait notre métier devient marrant. Et je sais qu'on va beaucoup parler aussi d'innovation aujourd'hui, c'est qu'en fait tu dois comprendre en fonction du produit qui va être lancé. Si c'est une start-up chinoise qui veut lancer un parfum révolutionnaire en shampoing sec pour une équivalent des millennials, tu vas chercher un type de rose qui est pas le même que si tu parles d'un nouveau best-seller mondial de Elsev par exemple. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu es très micro sur un côté, très culturel, très tendance, et d'un autre côté, parfois certains de nos briefs, c'est de faire un produit qui va devoir rentrer dans le top 10 mondial, c'est-à-dire qu'il va devoir plaire à la chinoise, à l'américaine, à la nigériane et à la française en même temps. Et ça, c'est un vrai défi. Et du coup, c'est pareil, j'en reviens, c'est pour ça que, si tu veux, on a un métier qui est simple en apparence, et on a des sociétés qui sont relativement structurées, relativement importantes. Nous, on est le plus petit de ces gros acteurs mondiaux, et on parle quand même de plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, de plus de 2500 employés. Donc, tu vois, on a une taille agile, mais tu as quand même besoin derrière une taille critique. Voilà, une taille critique qui te permet d'être sur ces marchés. Mais après, c'est fascinant, c'est des marchés qui sont incroyables. Alors, tu confirmeras ou pas, mais j'avais entendu que le sens de l'odorat est le sens le plus primaire que l'on ait, et notamment avec même la position du nez sur le visage qui est directement connectée à la partie un peu primaire de notre cerveau. En fait, t'as deux choses. Et alors oui, déjà, je le confirme. Je sais pas si t'as un livre qui est formidable sur l'intelligence émotionnelle de Dan Coleman, qui est un peu le référent là-dessus. Et il explique justement dans les 20 premières pages de ce bouquin, tu vois, ce lien justement entre odorat. Alors, on parle d'odorat, mais on parle d'ouïe aussi, qui sont les deux sens vraiment primaires. Parce qu'en fait, on est encore programmé comme des animaux. Tu vois, nos cerveaux ont évolué plus vite que la façon dont on a été programmé, ce qui fait que ton circuit neuronal classique, c'est quand ton sens perçoit quelque chose, ton néocortex l'analyse et derrière, ton amygdale déclenche une émotion. L'expression la plus simple, je traverse la route, il y a une voiture qui arrive, mes yeux voient la voiture, mon cerveau calcule qu'elle va un peu plus vite, j'accélère parce que j'ai un peu le palpitant qui se monte. Ça, c'est le schéma classique. Tu as deux sens qui sont capables de court-circuiter ça. C'est l'ouïe et l'odorat, parce qu'on doit être capable de sentir le danger et d'entendre le danger, même si on le perçoit pas ou si on peut pas le toucher. Et en fait, c'est marrant, ça a été prouvé que ça se joue à la nanoseconde, mais ça a été prouvé qu'en fait, quand tu sens quelque chose, ton cerveau est capable de faire intervenir le circuit des émotions. Donc, ton amygdale déclenche l'émotion avant même que ton néocortex ait compris pourquoi. Donc, quand aujourd'hui on parle de lien entre émotion et parfumerie, quand moi je te dis si là je suis capable de te faire sentir l'odeur de ta maison d'enfance, si tu me décris à peu près ton enfance, je vais arriver à trouver des odeurs en fonction de ta région, etc. En vérité, ça va te mettre dans un état d'apaisement physiologique avant même que ton cerveau ait compris pourquoi. Je pense que comme moi tu voyages pas mal, tu rentres chez toi, tu rentres dans ta région d'origine, tu sors de l'avion, boum. Et pourtant, tu sais pas, ça peut sentir le kérosène de l'aéroport, t'as tout, t'as l'humidité, t'as tout, parce qu'en fait,
t'as été imprégné par ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on se bascule sur nos métiers d'aujourd'hui, c'est que le parfum, c'est pas que quelque chose de superflu qui sert à sentir bon. Déjà, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que ça va sur tout un tas de produits. Et quand je te parle d'arôme, bah, ça va aussi dans les médicaments. Par exemple, tu pourrais pas manger du Doliprane s'il n'y avait pas un arôme pour te cacher le goût de l'actif. Et en fait, quand tu comprends ça avec les émotions, mais tu vois le pouvoir que ça a sur le bien-être, la santé des gens, la santé mentale, les émotions. On est capable de faire des parfums qui physiologiquement te relaxent. On est sur des études avec énormément d'hôpitaux et d'instituts universitaires sur comment soigner des maladies et donc des pathologies en utilisant aussi ce côté parfumerie, aromathérapie. Il y a un gap. On n'est pas des labos pharmaceutiques non plus. Mais si tu veux, ce lien-là, il existe. Il n'a jamais été autant utilisé et aussi important pour les sociétés qui mettent des produits innovants sur le marché, mais aussi pour des gens qui veulent juste comprendre comment notre physiologie marche. Et donc oui, en fait, tu as tout à fait raison. C'est pas que c'est un sens primaire, c'est qu'on est programmé comme ça. Et après, quand tu es sur l'aromatique, tu as quelque chose d'assez supplémentaire, c'est qu'en fait, quand tu goûtes quelque chose, tu perçois tes 5 sens parce qu'il y a 4 goûts plus un 5e goût qui a été découvert qui s'appelle l'umami. Oui, et derrière, tu as une tache jaune ici. Voilà, c'est exactement ça. Et tu as une tache jaune qui t'analyse plus finement. C'est pour ça que quand tu te bouches le nez, littéralement, tu perçois que c'est ces fameux 5 goûts. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est incroyable. C'est que tu es en train de dire que si tu ne sens pas, ton cerveau ne goûte pas. Et ça t'ouvre des possibilités. Tu sais, là, on parle les startups en vogue, des startups qui vont travailler autour de l'insecte, des gens comme Beyond Meat, des gens qui vont amener des tablettes de tofu surprotéinées pour que les colonies martiennes subsistent. Bah, en vérité, c'est un peu l'histoire de Charlie à la chocolaterie. C'est que si tu mets pas d'arôme dans ces produits-là, bah, en gros, ton produit répond pas aux besoins physiologiques de ton corps qui a besoin que ce soit bon pour pouvoir l'apprécier. Si tu mets quelqu'un sous intraveineuse, tu vas le maintenir en vie, mais il va pas être en bonne santé. Et donc c'est un peu ce chose où tu passes d'une industrie qui paraît un peu superficielle, tu vois, les parfums et les arômes, les gens vont se dire moi j'en ai pas tellement besoin. Bah non, en fait, si tu dois nourrir 12 milliards d'humains, tu auras besoin d'arômes. Si tu dois travailler sur les problématiques de bien-être, d'émotion d'une large partie de la population, et on sait que c'est le mal du siècle, bah, tu auras aussi besoin de parfumerie. Et donc en fait, c'est des métiers qui sont à la fois ancestraux, mais sont d'une modernité dingue. Et c'est pour ça que nous, on s'éclate depuis 10 ans à travailler aussi avec des sociétés qui nous poussent en dehors de nos limites et qui nous font travailler sur des projets hyper avant-gardistes. Je peux confirmer, parce que j'ai expérimenté avec le premier Covid que j'ai chopé, d'avoir passé 15 jours sans odorat. C'était terrible pour manger. Je n'avais plus aucun plaisir à manger. Et donc, au bout d'une fois ou deux, tu trouves ça marrant parce que tiens, je ne sens vraiment aucun goût. Puis après, tu n'as plus envie de manger, en fait. Ouais, tu dépéris. Et en plus, c'est-à-dire que vraiment, et ça, je te dis, il y a des dizaines d'études qui le prouvent bien mieux que ce que nous, on pourrait essayer d'argumenter. C'est que ton cerveau a besoin de ressentir le plaisir quand tu manges quelque chose. S'il n'a pas de plaisir, les nutriments ne suffisent pas à te maintenir en bonne santé. Et ça renverse complètement le paradigme quand tu penses vraiment à l'alimentation en général. Et moi, je trouve que c'est des sujets fascinants parce qu'ils sont tellement actuels. Bien sûr. Et du coup, vous n'utilisez pas parce que les arômes, tu peux les faire donc avec de l'artificiel ou du naturel. Vous, c'est que du naturel? Alors nous, j'imagine qu'on peut les recomposer, les goûts. Alors tu peux tout recomposer en fait. Ça dépend de la réglementation de ton produit fini. Tu sais, donc là c'est pareil. Ce que je te décris, c'est assez simple sur le papier. Après, chaque catégorie de produit a une réglementation différente. Chaque pays dans lequel tu vas lancer, si c'est un produit pour enfants, pour adultes, pour gens malades, donc derrière nous on cumule un petit peu toutes ces contraintes. Et oui, en effet, nous sur notre segment, on est spécialisé sur l'aromatique naturelle. Et l'aromatique naturelle, tu as une règle de base, c'est que 95% déjà du goût que tu es en train de créer, c'est un goût que tu dois avoir tiré du fruit ou de la fleur duquel tu es en train de créer le goût. Typiquement, pour un arôme de fraise naturel, tu es obligé d'avoir 95% de tes ingrédients qui ont été extraits d'une fraise. Maintenant, c'est là où c'est aussi... si tu veux, c'est un peu le même mécanisme que de faire une réduction de sauce quand tu es en cuisine. En fait, tu prends des goûts, tu les concentres et derrière, tu les doses pour que ça sorte bien dans un yaourt. Mais l'aromatique, voilà, on est vraiment sur de la naturalité et de l'organique. Le parfum, c'est très, très différent parce que déjà,
Tu vois, si je te dis un arôme de fraise, tu es capable de dire un bon arôme versus un mauvais arôme parce que toi, tu as une idée de ce que ça a le goût de fraise. Ouais. Si je te demande de me décrire un bon parfum, tu peux pas savoir me le décrire. Tu vas me dire ça j'aime pas, mais t'as pas d'universalité de tiens, ça c'est un bon parfum. Même si je te dis, tu vois, c'est musqué, c'est ambré, c'est tout ce que tu veux, tu peux pas poser un diagnostic objectif. Et puis c'est très dur d'utiliser des mots pour décrire en plus ce que tu perçois à peu près avec ton nez et ton cerveau. Donc c'est pour ça que la naturalité dans le parfum, elle va se matérialiser de manière différente. Elle va être plus, tu vas travailler autour de certains ingrédients iconiques. Si tu veux, pareil, tu m'excuseras, mais je pense que c'est très facile aussi pour tout le monde de comprendre. Je fais beaucoup de parallèles avec, tu vois, la cuisine ou la peinture. C'est des choses qui sont beaucoup plus, les gens plus expérimentés. Mais en cuisine, tu vas manger dans un 3 étoiles. Le plat, t'as pas besoin d'avoir un enfilement caviar plus foie gras plus quelque chose pour qu'il soit bon. En général, il vaut beaucoup mieux un ingrédient qui soit sublimé, mais même dans un plat 3 étoiles, tu as besoin de farine. Donc ta farine, ça peut être ton ingrédient synthétique. Par contre, tu vas faire un travail autour de ton naturel pour le sublimer. Ça, c'est un peu la différence entre nos deux grands mondes, de l'aromatique alimentaire d'un côté et de la parfumerie de l'autre. Après, tu as une autre activité qu'on commence à avoir, qui est que quand tu extrais des odeurs et des goûts d'une plante, en fait, auparavant, on laissait beaucoup de choses dans cette plante-là. Tu sais, les odeurs et les goûts, ce qu'on appelle les volatiles, ce que tu peux sentir. Ouais. Et on laissait beaucoup de choses, ce sont les particules non volatiles. Et en fait, depuis, on a les technologies pour se rendre compte que c'est bourré d'actifs. Et parmi les plus beaux actifs cosmétiques, les plus beaux actifs alimentaires que tu as aujourd'hui, ils viennent en fait de choses qui étaient jetées auparavant. Donc maintenant, on va même aller jusqu'à chercher, tu vois, dans la plante. Et c'est là où le naturel est hyper intéressant. Par contre, ça, tu peux pas du tout le faire en synthétique. Tu vas aller chercher dans une plante, y compris le goût, l'odeur, mais aussi potentiellement un actif anti-âge, anti-stress, un actif qui t'apporte un bienfait quelconque. Et ça, c'est assez incroyable parce que tu utilises l'intégralité de ce que tu vas rentrer dans l'usine. Ça a été l'histoire. Ça me rappelle l'histoire que j'avais entendue de la création de Caudalie, puisque c'était la fille qui avait vu dans les vignes qui jetait les pépins, donc dans les vignes de Smithsonian Lafitte, que géraient ses parents, et donc c'est de là qu'est partie la création de Caudalie, puisque les agents actifs des pépins sont géniaux et c'était dommage de les jeter. C'est ça. Ouais. C'est les gens qui sont passés chez Robert Théosy en plus. C'est la particularité de cette, d'entre guillemets, de notre, alors je dis notre vieille société, mais avec tout le bonheur et l'amour que ce mot peut prendre. Mais c'est que du coup, tu as assisté à quasiment toutes ces créations de marques et en général, tu as travaillé avec toutes ces marques depuis le début, en fait. Et du coup, vous avez toujours été sur le naturel ou c'est un retour ça a toujours été, si tu veux, on a deux. Donc il y a une victoire en fait un peu de votre positionnement quoi. Aujourd'hui versus j'imagine les années 80-90 c'était plus peut-être sur de l'artificiel. C'est ça. Et vous étiez peut-être has-been, j'en sais rien, mais là au contraire vous êtes complètement dans l'air du temps. C'est pas qu'on même sans prendre les pincettes, le naturel effectivement était has-been, les gens cherchaient de la modernité, des choses qui n'existaient pas, et là oui on est sur un retour au naturel et même un retour aux sources, parce que tu vois on a la chance nous d'être jamais parti de Grasse, d'avoir une société qui est grassoise d'origine, et tu vois depuis quelques années même la place de Grasse a été reconnue. Grasse est aujourd'hui labellisée capitale mondiale des parfums par l'UNESCO. Il y a des IG et des IGP potentiellement qui sont en train d'être placés, c'est-à-dire que tu es en train d'être sur une logique avec des fleurs de Grasse qui sont un peu comme du vin à Saint-Émilion ou du champagne au Champagne. Donc on est vraiment en train de valider, je dirais, l'authenticité du lieu. Et en fait, c'est génial d'avoir une société, et ça tient beaucoup au fait que ce soit une société familiale, qui a jamais, si tu veux, cédé aux sirènes de dire bon voilà, on va un petit peu délaisser ce côté Grasse, on va partir sur des marchés très différents. On a toujours gardé le cœur de notre activité à Grasse, on a toujours gardé cet attachement au naturel, on l'a toujours gardé sur toutes les filières, parce que si je te dis demain va monter une filière de tonka au Venezuela, accroche-toi, parce que la tonka, faut voir où ça pousse. Donc il te faut 10, 15, 20 ans de connaître les bons partenariats. Tu vois, ça fait partie des rares choses dans ce monde que l'argent peut pas tellement acheter. Parce que même si tu arrives avec un flot d'argent énorme, allez, tu arriveras peut-être à faire une filière. On en a 1600. Donc tu vois, c'est incroyable.
c'est ce qui fait le goodwill de la boîte, entre guillemets. Et si tu vois la cotation boursière de la boîte, bah, c'est une des parties qui fait que oui, effectivement, aujourd'hui, non seulement parce qu'on a cet ancrage familial sur cette famille qui a toujours travaillé le naturel, qu'on a construit ce leadership-là, qu'aujourd'hui, on est des produits qu'on est les seuls à faire. Je pourrais te montrer, si tu viens à Grasse, des salles dans lesquelles tu sais que c'est la seule salle. Bah, attends, tu es invité avec grand plaisir, mais tu as des salles où tu sais qu'il y a un ingrédient qui est fait, c'est la seule salle au monde où cet ingrédient est fait. C'est-à-dire que s'il est mis dans un parfum et que tu le retrouves dans un duty-free à Tahiti, tu sais qu'il y a un ingrédient qui est passé dans cette salle. Incroyable. Et ça, c'est une espèce de reverse mondialisation qui est top. Et le fait d'avoir été là, si tu veux, depuis le début sur ce segment, c'est pas avoir eu raison avant tout le monde, c'est surtout que la famille a eu le mérite de vraiment s'accrocher à sa vision et à son rêve. Et après, je pense pareil, on va en parler un petit peu après, mais quand aujourd'hui tu sais que si tu fais un sondage d'école de commerce, les gens vont chercher du sens, de l'authenticité, vont chercher de l'innovation, vont chercher cet esprit-là. En fait, toi, tu as une boîte, c'est pas qu'elle incarne ça, c'est tu ressens ça par tous les pores de cette société. C'est son ADN. Et voilà, ça fait partie de son ADN. Et qui n'a pas été perdu de vue. C'est la 4e génération de la famille, c'est ça aujourd'hui? Ouais. Alors aujourd'hui, tu as on a même la 5e génération qui commence à être dans la société. Et aujourd'hui, elle a 4 ans, mais elle bosse. Voilà. Le samedi, elle fait les cartons pour. Non, parce qu'en vérité, dans la 5e génération, c'est quand même des gens qui ont plutôt notre âge et donc qui commencent à être en fait aux responsabilités aussi. Et pour la première fois en 150 ans, maintenant, il y a un DG qui n'est pas de la famille qui a été nommé, qui s'appelle Jérôme Bruat et qui est arrivé en mars du coup. D'accord. Donc il y a quelques mois, je sais pas exactement quand on va le diffuser, mais il y a quelques mois. Et là, c'est assez top parce qu'en fait, on est en train de vivre une transformation. Tu sais, moi, je crois mars beaucoup. Mars 2022, du coup. Mars 2022, c'est vrai. Pour ceux qui pour ceux qui l'écouteront l'année prochaine. C'est ça. Et du coup, en fait, on est en train de vivre une transformation où tu as un groupe avec un ADN incroyable, avec une histoire incroyable, avec un sens de l'innovation, tu vois. En plus, c'est-à-dire qu'en plus de cet ADN-là, c'est un groupe qui constamment repousse les limites. Et bon, je pense qu'on parlera du café instantané. Je sais qu'on en a un petit peu parlé. Allons-y. C'est ça, parce qu'il faut savoir que Robertet a breveté le café instantané pour s'expliquer en 1883. Donc, en général, tu dis, voilà, tu rentres, t'as les gens qui rentrent dans l'usine, nos clients, parce qu'on peut pas, malheureusement, on n'est pas ouvert au grand public. Mais tu dis, voilà, il y a un produit dans le monde qui a été fait, Robertet a fait un produit, le monde entier le connaît. Et les gens, tu essaies de deviner et tout, et tu dis c'est le café instantané, tu sors le brevet, tu vois 1883, et tu leur dis, bah tiens, c'est pour ça que le bâtiment vous fait penser à quelque chose. Et en fait, notre siège social a été fait par Gustave Eiffel, parce que justement, suite à ces inventions et cette innovation multiple, bah, il y a eu des rencontres sur l'Expo universelle de Paris, donc celle par laquelle la Tour Eiffel a été construite. Et du coup, bah, il y a eu des liens qui se sont tissés et Gustave Eiffel a accepté de faire le siège de Robertet, qui est donc aujourd'hui une structure, si tu veux, voilà, c'est magnifique. Tu as encore les poutres Eiffel, les gouttières en fonte et tout. Et en fait, tu vois, ça, c'est un actif qui est dingue. Et là, pour revenir sur cette transition, je veux dire, familiale et générationnelle, ce qu'on est en train de vivre, c'est fabuleux. C'est que tu as quelqu'un qui arrive et qui a une carrière assez longue et d'extrême valeur dans des grands groupes et qui du coup est en train de poser un ADN de transformation, une philosophie sur une société qui a une historique incroyable et si tu veux, je te dis un terrain de jeu dingue, avec en plus une famille, et on a la chance, je pense, c'est Robertet, d'avoir une famille qui est encore aussi impliquée dans l'organisation. C'est-à-dire que t'es pas, tu vois, sur des propriétaires qui connaissent pas le métier. Je pourrais demander à n'importe quelle des personnes de la famille de venir te faire un cours sur la construction d'huile essentielle. Je te jure que tu n'y trouves pas une différence avec un spécialiste de chimie organique qui va te faire un cours de licence. Parce que c'est des gens qui ont vécu ça, qui ont vécu ce métier. Et je vais même aller plus loin, tu vois. Tous les gens qui ont travaillé chez Robertet, moi, quand je suis rentré, c'était très difficile de trouver des gens qui n'avaient pas de la famille dans cette boîte. Moi, j'ai de la famille dans cette boîte, j'ai grandi dans ce milieu-là aussi. On en a tous. Et grâce, c'est un écosystème sur lequel tu as tous. Donc, en fait, tu respires, en fait, petit jeu de mots, c'est que tu respires cette industrie, tu respires parfum. Et du coup, quand tu te rends compte que tu as dans les mains, alors on est pas mal, heureusement, à avoir ça dans les mains, mais
t'as dans les mains, en fait, un espèce de petit trésor. Et toi, ton job, c'est juste d'en parler. C'est juste de faire en sorte que ce trésor soit connu, reconnu et que tu puisses faire valoir, en gros, ce que tu es capable de faire. Ouais. C'est pas que tu coches toutes les cases, c'est qu'en gros, tu demandes à n'importe qui de créer une entreprise avec tout ce qu'il faut pour faire, il va te créer quelque chose de similaire. Bien Donc sûr. ça, c'est ce qui est fascinant dans notre groupe. Souvent, les business familiaux sont incarnés vraiment par les fondateurs, par les générations suivantes, et c'est pas toujours évident de formuler, d'arriver à mettre avec des mots. C'est un peu d'ailleurs comme sur les odeurs. Est-ce que malgré tout, vous avez réussi à mettre des mots sur cette culture familiale? Écoute, nous, je vais te dire, on a alors des mots, il y en a plein, mais pour te dire ce qui est vraiment propre à Robertet, parce que tu as raison, il y a un vrai modèle de l'ETI familiale française avec ou même des grands groupes, des Michelin, des choses et tout qui sont magnifiques à raconter. Et pour le coup, on parle beaucoup du modèle allemand de l'ETI, mais je pense que le modèle français, il a vraiment quelque chose de très très fort et même encore plus fort. Mais bon, peut-être pas le sujet, mais pour moi, c'est un vrai sujet intéressant à discuter. Et nous, ce qu'on a toujours l'habitude de dire, c'est que, et c'est quelqu'un de la famille qui dit ça, Olivier Maubert, qui a pris beaucoup de sujets autour de l'innovation et qui est toujours un peu poussé la boîte assez loin, qui dit on est une multinationale familiale de 150 ans d'histoire avec une mentalité de start-up. Ouais. Alors, je te rassure, on n'a tous les codes de la start-up. On serait incapable et je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup à prendre de ce mode et c'est pour ça qu'on accentue nos efforts là-dessus et ça aussi je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard mais c'est que dans la mentalité, dans ce que tu vois dans ce nouveau monde aussi, cette nouvelle économie où la société se fait plus forcément au sein d'un carcan, où l'innovation se crée plus et en fait où tu as 5 potes qui partent en week-end et qui sont capables de créer quelque chose qui va vendre quelques millions d'euros de produits 2-3 ans après. Nous, c'est un peu ce qu'on essaie de cultiver. Et donc, à partir de cette maxime-là qui résume bien la mentalité du groupe, tu la déroules. Tu la déroules, ça veut dire que tu as beaucoup d'horizontalité, tu vois. Je le vis tellement que j'ai mal à poser les mots. Mais tu as, dans une start-up, t'as pas 14 niveaux hiérarchiques avant que la boîte t'ait 2, 3, 4 000 personnes. Nous, c'est un petit peu pareil, paradoxalement. Même si tu es une multinationale, t'es très horizontal. T'as beaucoup de proximité avec à la fois les actionnaires, avec la direction générale, mais jusqu'aux usines où en fait tu as énormément d'idéation qui se fait et chacun est spécialiste de son métier. Le petit truc en plus qu'on a, je pense, par rapport à cette nouvelle économie, c'est que du coup on agit un peu sur le moyen terme et sur le temps long et que tu vois, moi quand je suis rentré, on avait des parties de la boîte qui avaient des turnovers à 31 ans. Tu vois, des gens qui avaient passé 75% de leur carrière chez Robertet et c'était la majorité des gens, bien sûr. Tu me parles de la filiale à New York ou du siège social à Grasse, t'as pas la même typologie. Ouais. Mais tu vois, encore aujourd'hui, j'ai appelé la DRH avant notre call. Sur le siège social, on a un niveau d'ancienneté moyen de 14 ans. Ouais. Sachant que les 10 dernières années, t'as peut-être 200 ou 300 personnes de plus. Et donc, tu as toutes ces nouvelles générations qui rentrent. Et donc, si tu enlèves un petit peu cet effet générationnel, tu tombes à 20, 25 ans. C'est un actif de dingue. C'est comme si, justement, tu créais... tu étais en train de créer des projets. Donc, si je repars sur la startup, tu crées de la tech avec des gens qui ont 25 ans d'expérience dans la tech, qui sont tous spécialistes de leur métier. Et du coup, on a un peu cette culture-là, tu vois, qui en est très inspirée. Maintenant, ça c'est sur le papier. Dans les faits, il y a plein de choses aussi qui sont plus proches d'un groupe de notre taille. Et le but pour moi, c'est aujourd'hui d'arriver à construire quelque chose qui allie le meilleur des deux mondes, où tu as cette culture familiale avec tous les bons côtés de cette culture familiale, cet ADN d'innovant et en fait cette nécessité d'innover. C'est la particularité qu'on a avec une startup, c'est que on a fait 600. Alors, je peux pas donner les chiffres actuels parce qu'on est coté, mais l'année dernière, on a fait 605 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos concurrents aujourd'hui les trois plus gros font entre 6 et 11 milliards. Donc, en fait, t'es Tesla face à Toyota. Tu vois, c'est un peu ça notre terrain de jeu. Donc, si tu n'adoptes pas les codes de Tesla, en gros, t'es mort. Et ces codes, c'est la différenciation par ton produit, ton offre, par la manière dont ta culture d'entreprise est organisée. C'est la liberté de ton entreprise, c'est favoriser l'esprit d'initiative. Et en fait, pour moi, tu vois, j'ai beaucoup étudié pareil, un livre qui est intéressant. Je sais pas si
à l'ESCP, on avait un prof, je sais pas si vous l'avez eu aussi à HEC, mais qui s'appelait Isaac Getz, qui était le père un peu de concept de l'entreprise libérée, qui a écrit plein de livres derrière, et qui en fait décrit ça, tu vois, décrit pourquoi aujourd'hui tu as des entreprises comme des Toyota, comme des GM, comme des choses qui sont des entreprises formidables, mais qui se sont fait sur certains points un petit peu rattrapés par des sociétés beaucoup plus petites, beaucoup plus agiles. Bah ça, tu vois, ça c'est notre terrain de jeu. Et du coup, où est-ce qu'on va trouver cette agilité-là? Bah, par le fait de se rapprocher un peu de cette culture start-up. Et on a la chance d'avoir une famille, en fait, qui est incroyablement supportive là-dedans. Et donc, tu vois, il y a plein de clichés sur l'entreprise familiale qui est plan-plan. Je peux te dire que tu viens chez nous. Tu vois, là, il y a plein de fois où tu vas dire, voilà, c'est plus, et souvent, on est tous à avoir 4-5 jobs en même temps. On est tous à poursuivre 4-5 initiatives. Et en fait, tu as plus un sujet qui est vraiment de te dire, OK, bon, bah, comment maintenant je construis tout ça? C'est d'arriver à innover avec des gens qui sont là depuis longtemps. C'est-à-dire que vous arrivez à repousser le seuil de compétences, leur donner encore envie et les embarquer dans des projets qui les amènent plus loin. Ouais, c'est un vrai challenge. Parce que tu vois, en fait, moi, il y a un truc que j'ai compris à l'usage. Alors peut-être, pareil, je suis pas le plus grand théoricien du monde, hein, peut-être qu'il y en a qui ont écrit des bouquins magnifiques dessus. Mais c'est qu'en fait, alors j'ai l'impression, pareil, je parle avec des pincettes, hein, j'ai pas 35 ans d'expérience dans l'innovation, mais j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à faire ça au sein d'un groupe, et les gens, en fait, les gens vont se focuser sur la mentalité des gens. Pour moi, c'est l'environnement qui fait que tu innoves. En fait, si tu places les gens dans un environnement avec des possibilités qui va être propice à l'innovation, derrière, en fait, n'importe qui va se mettre en mode innovation. Et si, en fait, sur ce n'importe qui, tu as des gens qui ont déjà 15, 20 ans d'expérience sur leur métier, c'est que tu as des gens qui vont se mettre sur un mindset innovation avec une expertise de dingue. C'est-à-dire que tu veux créer une boîte et tu as le meilleur CTO sur ton segment, tu as le meilleur CFO sur ton segment. Bah, nous, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des gens, tu vas créer une initiative. Comme en plus, on est une industrie de spécialistes, c'est-à-dire que, en gros, bah, déjà, les gens sortent très peu de cette industrie parce que je pense qu'elle est agréable. Comme je t'ai dit, elle fait du sens. En plus, tu as ce côté de tu comptes, tu vois. Ce qui est difficile dans notre monde un peu globalisé, c'est les gens qui vont te dire je suis dans une boîte de 300 000 personnes, je suis un numéro parmi tant d'autres. Voilà, t'as peut-être, tu fais ta première partie de carrière, tu fais ton burn-out à 40 ans, tu vas ouvrir un restaurant en Thaïlande et puis ensuite tu reviens et tu finis consultant, tu vois. Le trajet de base. En fait, nous, dans notre industrie, ça, paradoxalement, ça a l'air d'arriver un petit peu moins que dans des très grosses industries de services, etc. Parce que je pense qu'il y a ce sens. Mais du coup, c'est génial parce que, bien sûr que si tu es dans un mindset et si tu crées un environnement qui est plan-plan, tu auras des gens très expérimentés plan-plan. Si tu retournes la chose et que tu crées ton environnement pour que les gens se mettent vraiment dans ce mindset-là, en fait, ça devient un atout. Tu transformes ce qui peut sembler comme un désavantage comme un atout. Après, pareil, du fait qu'on soit exposé à toute cette industrie de produits finis, tu as 70% des produits manufacturés qui passent par chez nous. Tu rentres dans un supermarché, tu enlèves les rayons habillement et encore habillement, ça se discute, et électroménager, tout le reste, tu as des ingrédients qui viennent de notre industrie. Donc en fait, tu vas passer, tu vois, le matin, tu peux être avec Insect qui t'explique comment ils relèvent sur le monde avec les insectes. L'après-midi, tu vas être avec Unilever qui va faire une lessive. Et le soir, tu vas le passer avec Virgil Abloh et Kanye West qui veulent lancer un parfum hyper trendy sur une zone cible de la population. Ça, c'est ça qui fait qu'en fait, tu es connecté à ce monde-là. Du coup... Mais du coup, je pense qu'au-delà dans ce contexte d'innovation, il y a votre capacité en tant que dirigeant, avec cette famille, d'écouter le terrain. Et ça aussi, je trouve que c'est pas le cas de toutes les cultures d'entreprise, que de donner parfois juste raison à ceux qui sont au plus près du terrain, à l'opposé de ceux qui sont au siège parfois, où il y a, moi, chez Newton, j'arrête, c'est souvent ma bataille de dire le terrain a raison et au siège, on va écouter le terrain pour que le terrain gagne. Et c'est pas l'inverse, où parfois, au plus, c'est dans cette mentalité très française de centralisation, où les bonnes idées viennent d'en haut et pas d'en bas. Ben là, t'es dans le terrain, en fait. C'est pour ça que, tu vois, j'adore le fait qu'on ait nos bureaux au milieu des usines. Ah oui. Tu vois, t'es exposé à ça tout le temps, en fait. Le matin, on va te demander de déplacer ta voiture parce que t'as un chargement de 25 tonnes de lavande qui arrive. Et t'as pas demandé de décharger les lavandes?
Ouais, tu sais, ça nous arrive, hein. Et en fait, c'est cool. C'est, tu sais, moi, après, c'est pas toujours vrai pour tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a une certaine taille de groupe, mais si on le peut, nous, quand on recrute quelqu'un qui va occuper des fonctions, alors, je dirais exposées à la clientèle ou des fonctions qui sont appelées à devenir dans le management, si on peut faire travailler 3 mois dans les usines, on le fait, en fait. On a des parcours initiatiques quasiment de 6 mois. Bien sûr. Sur des gens qui sont appelés à apprendre. C'est-à-dire que pendant 6 mois, la personne, tu lui fais apprendre ton métier, tu l'as fait travailler avec des parfumeurs, tu l'as fait décharger de la lavande. Parce qu'en fait, tu vois, moi, il m'est arrivé un truc, c'est quand je suis passé dans les usines, tu vois, donc pareil, moi j'ai eu 6 mois et en plus je suis rentré à la même époque un peu que les jeunes de la famille, donc on a tous eu un peu cette même formation. Et à un moment, tu vois, j'arrive, diplôme d'école de commerce, j'étais un peu trader, tu vois, j'ai du droit, j'ai fait, donc t'arrives, t'es à peu près sûr que tu sais tout, t'as pas encore compris que tu sais rien. Et du coup, tu rentres, et je me rappelle, 40 degrés, plein été, on me demande de nettoyer un alambic sur lequel il y avait de l'encens qui était passé. J'imagine de la gomme comme l'encens qui a chauffé, comme ça peut coller, tu vois. C'est à peu près, à côté le caramel beurre salé, c'est un truc qui est doux. Et du coup, tu vois, je prends mon burin et tout, et je tape, 40 degrés, j'en pouvais plus, tu vois. Et là, tu prends ta bonne leçon d'humilité, et il y a un ancien de l'usine, tu vois, au bout de 3 heures, il vient avec son accent grasseur, il me fait, oh jeune, écoute, il me prend le truc, il met 4 coups de burin, il a tué le truc. Moi, ça faisait 4 heures que je m'échinais, et tu vois, et c'est là où en fait tu comprends que c'est pas tu dois écouter le terrain, c'est soit tu fais partie du terrain, soit t'as rien compris à ce que tu fais. En tout cas, quand t'es sur une entreprise qui travaille de l'industrie, qui travaille des produits, si t'es sur une entreprise de service, c'est peut-être un peu différent, peut-être que ton terrain c'est tes clients, donc voilà, faut pas universaliser ce que je dis, mais tu vois, moi je garde cette expérience en tête parce que non seulement ça te montre que chaque personne a une contribution très forte, mais en plus que t'as 150 ans d'histoire. Je veux dire, t'as des mecs qui sont capables de te reconnaître, de savoir si ton produit est bon à l'œil. Quand t'as des machines qui valent 1 million d'euros la machine, pour passer en test, pour voir s'il est bon. Parce que le gars, il a appris ça de son père, qui a appris ça de son grand-père. Et tu dis, mais en fait, c'est un patrimoine. Toi, t'as fait quoi? T'as été à l'école, t'as fait 2 ans de prépa, t'as fait tes diplômes? Non, t'as rien compris. Et du coup, ça, tu vois, moi, je trouve que quand t'es immergé là-dedans, derrière, tu crées, et c'est ça où nos entreprises régionales sont folles, tu vois, parce que ça, moi, je l'ai vu quand j'ai visité des Andros, quand j'ai visité des Michelin, quand j'ai visité des bons grains, des bons duels. Enfin, c'est incroyable. C'est que ce tissu-là, ce patrimoine-là, faut pas qu'on le perde en France, tu vois. Et cette transmission-là, bah nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire hyper fort. Mais oui, de toute façon, t'as tout à fait raison, tu vois. Mais pour nous, c'est une évidence. En fait, on devrait même pas avoir à le théoriser. Si tu veux survivre dans une entreprise comme ça, et si tu veux être heureux dans une entreprise comme ça, tu comprends que tel terrain où en fait tu sers à rien. Et du coup, comment se passe le process d'innovation chez vous? Est-ce que tu peux, je sais pas, est-ce que tu as un exemple en tête d'une innovation qui est partie du terrain et comment elle se déploie jusqu'à l'aspect juridique et commercial? Bah, si tu veux, je peux te prendre un exemple. Parce que ce qui est intéressant et tout, c'est que quand t'as des entreprises qui sont, alors, je vais dire, de taille relative, et on n'est pas sur des entreprises à 300-400 000 employés, t'as beaucoup de cross-fertilisation des idées. Et donc, nous, on a 2 types d'innovation. Si tu veux. On a une innovation très produit, très interne. Je fais un exemple. Il y a quelques temps, on avait un sujet où, tu sais, ces nouvelles boissons sans alcool qui sortent sur le marché. Mais avec un tout petit peu d'alcool quand même ou pas? Non, des boissons vraiment sans alcool. Pas les hard seltzer. Non, vraiment. Qui sont très tendance aussi. Là, je te parle limite de mixeur, tu vois, du gin sans alcool. Et après, bon, les seltzer aussi, c'est un peu le même principe, mais si tu veux, nous, on est très fort dans l'industrie du boisson. C'est probablement en arôme notre plus grande spécialité. Et tu arrives là-dessus et tu te retrouves sur un sujet problématique, c'est que un arôme, comme un parfum, tu sais, c'est une phase huileuse. Une boisson, c'est de l'eau. Tu mets de l'huile dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça se solubilise pas. C'est pas terrible. Ouais. Ça déphase et tout, etc. Et donc, si tu veux faire un boisson et que tu veux éviter que sur ta boisson, il y ait, vas-y, fais ton shaker et puis après, tu vois, bah, du coup, tu es obligé de mettre au point une technologie là-dessus. Donc, on a travaillé avec des ingrédients, mais notamment des ingrédients naturels, parce que c'est une spécialité, pour arriver à trouver une technologie comme ça. Ça a été fait dans des labos.
On a vendu des boissons comme ça, puis un jour, il y a quelqu'un de la parfumerie qui a dit, on a un vrai enjeu sur le parfum sans alcool, parce que notamment pour les pays musulmans, ou aussi pour des raisons de photosensibilisation, des parfums pour des enfants. Je veux te dire, quand tu sprays un parfum pour un enfant, même si c'est des titrages d'alcool plus bas, voilà, tu es en train de lui mettre de l'alcool sur la peau, que tu mets au soleil, etc. Donc, il y a plein de sujets pour le transport, tu vois, la dangerosité du transport, les choses. On a dit, écoute, on va prendre cette technologie, on va l'appliquer au parfum. Et donc, on a réussi à faire des parfums sans alcool comme ça. Et là, on reste sur du très interne. Ça, si tu veux, je te donne des technos qui sont facilement compréhensibles parce que les produits sont déjà sur le marché. On a un autre segment, c'est comment tu fais quand tu as une innovation et t'as pas de marque qui est là sur le marché. Aujourd'hui, on a des produits qui peuvent remplacer la caféine. D'accord. Tu sais comment Red Bull est arrivé sur le marché. Des fois, tu as des boîtes qui arrivent et qui placent un nouvel acteur, un nouvel mode de consommation, un nouveau produit sur le marché. Red Bull, Beyond Meat, tout ce que tu veux. Nous, on a plein de produits comme ça. On a des centaines de brevets qui sont déposés, qui sont en attente d'exploitation, justement, sur lesquels on a des marques. Soit nos clients sont pas forcément prêts, ont pas forcément la bande passante, sont pas forcément intéressés, mais nous, on y croit. Parce qu'on sait que c'est notre métier de savoir l'utilité d'un ingrédient. Ouais. Et on a des actifs, je te dis, qui peuvent remplacer la caféine. Avec des effets beaucoup plus mesurés dans le temps, beaucoup moins nocifs pour le corps. Et donc, on a passé sur un second mode d'innovation. C'est carrément soit de trouver les petites boîtes ou les petites startups qui vont avoir cette idée et leur ramener cette techno-là, soit carrément de les créer. Ok. Et donc, on bascule sur des logiques de, là, typiquement, donc, comme tu dis, je pense qu'on discutera à la fin de l'année, donc en novembre 2022, on aura annoncé, et on va annoncer, mais je pense qu'on aura annoncé au moment de la diffusion, la création de notre premier accélérateur de start-up, qui est un projet qu'on porte nous-mêmes, tu vois, pareil. On pense qu'on a assez de compétences et de technologies à faire valoir, pas pour faire quelque chose avec du multi-corporate ou du bancaire et tout. Non, c'est une extension, je dirais, de nos labos pour aller explorer des technologies produits finis. Et là, c'est très simple. On va ouvrir notre catalogue de produits et on va dire, tiens, toi, tu es une start-up qui veut révolutionner l'alimentation de demain. C'est toi qui veux faire les chewing-gums nutritifs que les astronautes vont manger pour aller sur Mars, parce qu'il faudra bien tenir avec ça. Ok, viens chez nous, on te montre tout ce qu'on a et on essaie de créer. Et ça, en fait, c'est un complément de notre innovation. Avant, on avait une innovation qui était très interne chez nous. On amenait ça à un grand groupe. Alors, je vais pas les citer, parce que derrière, je vais dire qu'ils sont plus forcément capables de tous le faire au même niveau, mais c'est pareil, il n'y a pas de généralité. Il y a des grands groupes qui innovent formidablement, d'autres un peu moins. Mais en gros, on prenait ça, on l'amenait chez un groupe mondial, et le but de ce groupe mondial, c'était de lancer la marque ou de lancer le produit. Aujourd'hui, c'est très différent. Ces groupes mondiaux-là sont des gestionnaires de marques incroyables, sont les meilleures agences pour mettre des produits sur le marché. Mais aujourd'hui, ils achètent eux-mêmes des marques. Tu vois, un Unilever, un L'Oréal, un Nestlé, un Danone, un Diageo, tout ce que tu veux, achète des pépites. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve ces pépites. Et quand tu les trouves pas, il faut qu'on les crée. À Grasse, du coup Du coup, on va faire ça à Grasse dans un premier temps. Et après, on est une entreprise mondiale, donc une recette qui marche. Mais voilà, si tu veux, on arrive à un nouveau complément parce que l'industrie change et que l'innovation se fait plus seulement chez des Toyota, pour pas parler de notre industrie, mais que demain, tu as un petit constructeur de voitures inconnues qui peut avoir une innovation complètement disruptive. Nous, qui construisons les batteries, j'entends, le but, c'est d'arriver à mettre tout ça. D'un point de vue juridique, j'imagine qu'il faut le baquer. L'environnement est stable et il n'y a pas de sujet là-dessus? Non, l'avantage, c'est qu'on on n'est pas les premiers au monde à créer des accélérateurs, ni des startup studios. Non, mais même sur la propriété de vos idées. Après, on est toujours, je veux te dire, c'est la même logique que quand tu vends un produit à un client. Et là, en plus, quand tu es sur des sociétés sur lesquelles tu vas prendre des parts, tu vas avoir un schéma classique. Tu es actionnaire de la société, alors minoritaire quand on est sur les startups, parce que on a des startups, mais on a aussi du M&A, c'est-à-dire que notre but, ça va être aussi de dire, tiens, il y a une petite boîte qui a une technologie qui peut être complètement incroyable. C'est comme ça qu'on a créé tous les actifs de anti-âge autour ça s'appelle la SOD. Alors, je sais pas si tu as des spécialistes de la cosmétique qui vont écouter, mais grosso modo, SOD, vous allez le voir de partout, comme si je vous disais la L-carnitine aujourd'hui ou des actifs que tu as entendus dans les pubs et tout. La SOD, c'est la superoxydase dismutante. C'est un antioxydant hyper puissant. Cet antioxydant, il est naturel. Cet antioxydant naturel, on l'a trouvé dans sa forme la plus importante parce qu'un jour, tu as une société à Avignon
Et le gars, en fait, sa spécialité, c'était d'hybrider des graines de melon pour en faire une variété qui tient beaucoup plus longtemps dans le temps. Avant, le melon, ça tenait 7-8 jours en étagère. Maintenant, si tu vas au supermarché, tu achètes un melon pendant 25 jours quasiment. En fait, c'est parce que 1/3 des graines de melon du monde viennent de la variété de graines que ce monsieur, dans sa petite société à Avignon, a créée. Et un jour, il est venu nous voir, il nous a dit, j'aimerais bien qu'on mesure pourquoi, parce que c'était pas de l'OGM, c'était créé par hybridation, de variétés, de sélection de variétés et tout. Pourquoi mon melon tient aussi longtemps dans le temps? Et on a trouvé que son melon générait la plus grosse quantité qu'on avait trouvée à l'état naturel de cet antioxydant-là. D'accord. Donc une fois que tu as ça, tu peux l'extraire, et derrière, tu vas le mettre dans des produits cosmétiques qui sont aujourd'hui parmi les plus efficaces au monde. En tout cas, c'est aujourd'hui l'actif quasiment le plus efficace au monde, un des plus efficaces au monde en termes d'anti-âge et d'antioxydants. Et ça, tu vois, t'es pas allé chercher, même si ça peut exister, t'es pas allé chercher dans le labo de tel grand groupe, t'as pas allé prendre le prix Nobel de... Non, c'est un gars à Avignon qui a fait ça, qui a eu cette idée. Et derrière, tu la prends, tu la positionnes sur ton métier. Et donc là, tu vas acheter la société et tu vas derrière la faire grandir en interne. Et donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu travailles sur toutes les logiques. Tu as une logique où tu as ton vaisseau amiral et ton innovation en interne. Tu as une logique où tu peux investir dans des startups pour poser des innovations sur le marché, pour ouvrir un marché. Sur le CBD, par exemple, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Et donc on a allé trouver les meilleures startups de CBD, celles qui jouent pas sur l'effet un peu edgy du CBD, mais celle qui joue sur vraiment le fait que le CBD aujourd'hui, c'est pareil, un des actifs les plus puissants en termes de propriétés anti-inflammatoires qu'on puisse trouver. Il y a des centaines d'études cliniques qui sont en train d'être faites, les résultats sont formidables. Ou alors derrière, tu vas avoir une société, tu vas l'intégrer au groupe dans la grande famille Robertet, et puis derrière, on va avoir une logique, justement pas d'intégration, mais de propulsion de cette société avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc, tu trouves un peu le schéma qu'on a décrit au début du podcast. Tu arrives un peu à trouver le meilleur des deux mondes. Ouais. Bon, je vais arrêter de jeter les graines de melon, du coup. J'imagine. Ce qui me console, c'est que je les mets au compost. C'est pas trop mal. Ouais, je les retrouve après, du coup. C'est ça. Vous faites jamais en direct, du coup. Ça passe toujours par des marques. Vous n'avez pas vos marques à vous. Non. Voilà, aujourd'hui, alors on a commencé, si tu veux, un tout petit peu sur des gammes de produits très spécifiques. Par exemple, là, on commence à vendre de l'huile essentielle en direct de l'huile essentielle bio en direct pour des aromathérapeutes, parce que l'aromathérapie explose. Mais si tu veux, notre métier, c'est pas de concurrencer nos clients. Notre métier, c'est d'apporter un fournisseur. D'apporter de la valeur à tous nos clients. Et parfois, cette valeur-là, elle prend par trouver une petite boîte qui a un concept, aider cette petite boîte à grandir. Et pourquoi pas derrière la présenter à notre client qui, lui, peut-être va trouver une logique d'acquisition, d'intégration. Donc en fait, c'est hyper, tu vois. C'est pareil dans l'industrie. Moi, comme ça l'industrie auto. C'est ça. L'industrie auto qui a pris les fournisseurs. Enfin, l'innovation de l'industrie auto est venue par les fournisseurs ces dernières années. Exactement. Et tu vois, tu avais un peu cette mentalité qui était vivons heureux, vivons cachés et tout, etc. Et en fait, ce monde des startups, il est complètement différent. Et moi, si tu vois, j'ai passé, ça fait 12 ans que je suis chez Robertet, j'ai passé peut-être 7 ans dans cette mentalité un peu industrielle qui était très spécialisée et on est vraiment très bon là-dessus, tu vois, c'est notre cœur de métier. Et après, j'ai passé 5 ans dans les startups où en fait, j'ai compris que tout ce que je cachais avant, là, il fallait le dire le plus fort possible. Parce qu'en fait, t'as un gars qui un jour va arriver et te dire j'ai une idée qui ça, et tu dis attends, t'as une idée, mais ça marche ton truc? Ouais, attends, parce que j'ai vu et tout, parce qu'en fait, j'ai une expérience dans le logiciel qui fait que j'ai fait 2-3 tests, tiens, j'ai programmé et toi, t'es là et tu dis attends, j'ai jamais pensé à faire ça. Et j'ai jamais aucun client qui a pensé à faire ça. Et donc, du coup, tu prends l'idée de là où elle vient, de là où elle est, et c'est devenu hyper naturel. Et ça, pour nous, c'est un paradigme. Et pour les sociétés familiales françaises en général, pour les sociétés régionales, parce que c'est aussi le but, et je pense de ta démarche dans le podcast, c'est de promouvoir et d'expliquer un peu ce modèle. C'est que justement, en fait, t'étais pas dans une place de marché à Paris où tout le monde se voit en afterwork, où tout le monde se voit au resto, où tout le monde se voit dans les mêmes événements. C'est que t'es justement sur des territoires, la plupart du temps, tu vois. Moi, avant de travailler sur l'écosystème startup, j'étais allé peut-être 3 fois à Marseille dans ma vie. J'habite à 200 km et je vais à Paris 30 fois par an. Ouais. Et là, justement, tu vois, t'essaies de casser un peu ces codes-là et tu dis non, en fait, c'est dingue. Il y a une fertilisation qui peut se faire avec tous ces écosystèmes. Et justement, ce monde industriel qui est en train de vivre son coming out ou sa révélation et qui en plus même revient à la mode au niveau du gouvernement, je veux dire. Avant, startup, c'était boîte tech.
Maintenant, start-up, tu prends un concours de pitch, tu as la moitié des startups qui sont dans le produit. Et au contraire, ce côté API, boîte tech et tout, limite, c'est devenu le vieux monde des startups, paradoxalement. Ouais. Ça, c'est génial. Parce qu'on vit une révolution industrielle qui est comparable à celle qui a été la révolution du web dans les années 2000. Moi, j'en suis convaincu. Et je suis pas le seul, parce que le gouvernement aussi a remis ça au goût du jour, et je pense qu'ils ont bien plus d'infos que nous sur la tendance du marché et sur les besoins des gens. Alors, startup, c'est souvent synonyme aussi de levée de fonds et de brûler du cash. Vous, donc, tu me disais, vous êtes en bourse, c'est ça? Oui. Et donc oui, c'est public, j'imagine, comme info par définition. C'est quelle part de flottant? Oh, là, on a eu des grosses opérations sur le capital, mais là, on doit être entre 10 et 15, je l'ai pas en tête. Mais 10-15. Entre 10 et 15. Ok. Et le reste de l'actionnariat. Après, là, au moment où on enregistre, on a une opération, l'actionnariat, oui, bien sûr, il est public. On a la famille qui contrôle la grande majorité des droits de vote. Le capital, la plus grosse part de capital appartient toujours à la famille. Ensuite, on a 2 concurrents qui ont pris des parts chez Robertet, qui sont rivaux et qui sont pas forcément, c'est rien d'autre qu'une prise de participation capitalistique, mais ça prouve aussi que c'est une société de valeurs que les gens aimeraient bien intégrer plus tard. Mais on a la chance, si tu veux, d'avoir une famille qui a aujourd'hui les moyens de rester indépendante et qui a la volonté. Si tu veux, si tu parles à quelqu'un de la famille, dans les 3 premières phrases, tu vas avoir on veut rester indépendant, on est fier de ce qu'on a fait, on est fier et on sait ce qu'on peut faire. Et donc en fait, au final, la cotation en bourse, elle est intéressante parce qu'elle t'apporte une cotation en bourse. Quand tu sors de la logique financière, parce que Robertet a été coté à la fin des années 90, donc aujourd'hui, t'es pas coté en bourse pour récupérer des fonds. Une cotation en bourse, pour moi, elle te légitime. Elle te dit, voilà, j'ouvre mes books, regardez, j'ai mes comptes qui sont publics. Regardez, il y a des gens, des analystes qui sont là pour disséquer mon métier. Et en fait, ces analystes-là et le marché et même les concurrents qui tentent de prendre des parts de marché ou qui vont faire des opérations, aujourd'hui valorisent Robertet à un montant qui quelque part reflète un petit peu, je pense, qu'on fait bien les choses. Après, sur le fond, honnêtement, je te dis ça. En 12 ans, si j'ai entendu parler 3 fois de la cotation en bourse chez nous en interne, c'est un non-sujet, tu vois, t'es pas comme chez Total ou la Société Générale où t'as le cours de bourse à l'entrée et tu sais que t'as 2 millions ou 3 millions d'actions échangées par jour. Nous, tu regardes la volatilité de l'action, c'est pas des opérations qui sont énormes. Mais, voilà, pour moi, ça apporte un saut de qualité et de crédibilité sur la boîte. Ouais, bien sûr. Avant de revenir sur la RSE, parce que je pense que vous avez un impact incroyable dans plusieurs pays du monde. Juste pour finir sur Grasse, est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler pourquoi Grasse, pourquoi ça s'est fait là, pourquoi il y a cet écosystème à cet endroit-là qui s'est créé? Grasse, tu as 2 choses. Alors, il faut savoir que historiquement, et c'est comme ça que l'UNESCO a reconnu que c'était la capitale du parfum. Grasse, déjà, c'est une localisation assez particulière. Tu vois, quand les gens sont pas venus, ils ont l'impression que ça ressemble à Manosque ou à Valençol, tu sais, ces champs de lavande, plats et tout. Je connais bien, en fait, pas du tout. T'as rien à voir. Grasse, c'est un espèce de microclimat parce que c'est difficile de le faire avec les mains, mais grosso modo, t'as la mer, donc t'as Cannes, Antibes, Nice, Monaco, tu vois, l'arc vraiment côtier. Et très vite, t'as les Alpes. Et en fait, dans cet entre-deux, tu as une énorme cuvette qui est entourée de collines et Grasse est posée en fait sur le tout début des Alpes. Donc tu as exactement 20 km entre la mer et Grasse. Donc tu vois la mer de Grasse très très bien. Mais par contre, tu as, si tu veux, un peu cette cuvette qui fait que non seulement tu es protégé de l'air marin et tu as très peu de vent, contrairement justement à l'ouest de la région où là c'est hyper venté, donc hyper sec. Et en plus de ça, quand il fait très très chaud, comme tu es au début, tu es vraiment posé, tu as des stations de ski qui sont à 35 minutes en voiture de Grasse. Alors que Grasse est à 30 minutes en voiture de la mer. Et en fait, tu as toujours des nuages qui s'accumulent, plus ces stations de ski et cette neige et cette eau abondante. Donc en fait, Grasse, tu as une espèce d'irrigation naturelle qui traverse la ville, qui se dépose dans cette plaine, qui est protégée de toute la sécheresse des vents marins, et sur lequel tu as 300 jours de soleil par an. Je crois que c'est le 2e ou 3e ensoleillement de France. Donc, si tu veux, tu as une serre naturelle. Ce qui fait que
c'était un lieu qui était assez pratique. En plus, tu étais sur la route Napoléon. Avant même que Napoléon passe, c'était quand même un axe, c'était la route royale, etc. Donc c'était quand même un axe de commerce, ce qui fait que les gens ont commencé à mettre des tanneries. En fait, pendant la Renaissance, toutes les gants de la noblesse étaient fabriqués à Grasse parce qu'il y avait un cuir très très souple qui était tanné à Grasse parce que justement, tu avais cette eau abondante, tu avais ces vaches qui pouvaient paître dans des environnements de qualité, etc. Et la noblesse, et notamment, il y a des écrits sur Catherine de Médicis, Catherine Antoinette, etc., qui ont voulu parfumer ces gants-là. Et ce qui était fou, c'est que dans cette industrie de la tannerie, bah, tu sais, tu mettais les pots dans l'eau, donc ça chargeait l'eau en matière organique, et cette eau allait le disposer dans cette plaine qui était comme une serre. Et donc ça a fertilisé les sols de manière incroyable, et donc il y avait des fleurs incroyables qui poussaient. Il n'aura pas fallu longtemps pour combiner les deux, et c'est comme ça que l'industrie du parfum est née à Grasse. En fait, elle est née de l'industrie du cuir. Et si tu vas à Versailles, bah, t'as des modèles de gants parfumés de Grasse, ça s'appelle la ganterie parfumée de Grasse. De là, l'industrie a explosé. Et ça s'est plutôt transformé sur comment trouver des fleurs, comment traiter des fleurs. Et tu avais peut-être, tu vas en 1900, tu avais peut-être, chaque famille avait sa parfumerie en fait. Et donc tu avais 50, 60, 70 boîtes de parfumerie qui, au final, a commencé à faire de la parfumerie, se sont mis à faire des arômes après la guerre, quand les gens avaient besoin justement d'alimentaire industriel parce que le pays était ravagé. Et c'est comme ça que l'industrie a été créée sur Grasse. Donc ça trouve vraiment ses racines, si tu veux. Limite à Versailles, quoi. Et c'est l'histoire que, c'est vrai, c'est incroyable, mais tu trouves des écrits de partout, et c'est pour ça qu'en fait, tu as aujourd'hui cette revendication prouvée de la capitale mondiale des parfums. Passionnant. N'est-ce merci. Dernier point, pour moi en tout cas, mais après je te laisse parler si tu as d'autres points à aborder, on n'est pas bloqué par le temps. C'est ce que je trouve passionnant aussi dans votre histoire, c'est que, comme tu disais, tu fais du tonka dans tel pays, tu fais du vétiver dans tel autre, et du coup, il y a eu une mode, quand toi et moi on était dans nos écoles de commerce, c'était de voir, moi j'avais vu la naissance d'Alter Eco, donc c'est vraiment de ce commerce équitable qui rend la juste valeur, ou en tout cas une valeur différente au producteur local. Et derrière, tu peux décliner en scolarisation, place des filles ou des femmes dans la société. Enfin, tu as vite un impact très fort localement, politiquement du coup. Comment vous gérez ça? En fait, je vais te dire, tu le gères ça de la manière la plus naturelle possible parce que tu es producteur et que tu es commerçant. Pour un slogan qui est à la mode en ce moment sur sa tête. Ça me rappelle quelque chose en effet. Mais tu vois, je peux te raconter l'histoire de Madagascar. Madagascar, on arrive là-bas dans les années 70 à peu près. Et à Madagascar, tu as deux produits iconiques. Tu as la vanille et tu as l'ilang. Et en fait, typiquement, je vais te parler de l'ilang parce que la vanille, c'est un peu plus compliqué. La vanille, c'est probablement la matière première la plus compliquée au monde. Moi, quand j'ai commencé, je pense que le kilo de gousse de vanille, ça valait $40. Aujourd'hui, ça vaut 800. C'est plus volatile que l'or. Tu as Netflix qui pourrait faire des... Ouais, ça se fertilise à la main, ça se sèche, il y a beaucoup de contrebande, il y a des effacés. Mais la vanille, je te finirai sur la vanille, mais je te prends un exemple qui est plus simple, qui est l'ilang. Donc l'ilang, c'est une petite fleur jaune. Ça rentre beaucoup dans la pâtisserie. Ça sent un peu... C'est pareil, je saurais pas te décrire, mais c'est une sorte de jasmin, frangipanier, tu vois, entre le jasmin et le monoeil, quoi. C'est hyper intéressant comme ingrédient. Et tu as, donc on a commencé à aller à Madagascar, et notamment sur l'île de Nosy Be. Donc les gens connaissent N-O-S-Y et plus loin B-E, pas comme la marque. D'accord. Et sur l'île de Nosy Be, donc on a commencé à faire de l'ilang. Sauf que l'ilang, si tu veux, c'est une période de récolte florale, donc tu avais 1 ou 2 mois de récolte. C'est marrant parce qu'au tout début, on a trouvé des distilleries d'ylang. Ils remplissaient ça dans l'huile essentielle, dans des bouteilles de coca vides, tu sais. Donc pareil, c'est énorme parce que c'était du verre, que c'était propre, que tu pouvais le laver. Donc c'est hyper sympa et on a plein de vidéos là-dessus. Si tu vas sur les chaînes, les différents réseaux de Robertet, t'as plein de vidéos là-dessus intéressantes. Et du coup, on est parti. Donc on a commencé à faire ça. Le problème, c'est donc du coup, sur des périodes de récolte, c'est comme du saisonnier. Tu payes les ouvriers et puis après, tu les revois plus jusqu'à l'année d'après. Sauf que Madagascar, c'était un des endroits les plus dangereux au monde. Donc en fait, on s'est vite rendu compte que pour pouvoir maintenir une main-d'œuvre stable,
Il fallait aller beaucoup plus loin que juste, tu vois, tu vas là-bas, tu payes ta récolte. Et donc, du coup, on a commencé à voir ce qu'on pouvait planter comme autre plante pour pas avoir des ouvriers qui travaillent pendant 2 mois. C'est la saisonnalité. Mais en fait, pour travailler que 10 mois dans l'année. Et du coup, tu vois, t'étais vraiment sur ce côté-là. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était génial parce que tu crées un véritable écosystème. Mais du coup, il fallait que les gens puissent venir avec leurs enfants. Donc, on a créé des écoles. Donc là, pour te dire, il y a 3... Alors, je sais, pareil, je sais pas quand on le diffusera, mais fin septembre, on a eu la 3e rentrée des classes de notre 2e école à Madagascar avec le ministre de de l'éducation qui était sur place, etc. Et en fait, l'école, elle s'appelle même pas Robertet, en fait, on s'en fout. Si tu veux. On va même pas en parler, tu vois. Si moi je t'en parlais pas, tu vas trouver zéro communication. Ouais, ça s'appelle Géosran en toute modestie. Non. Alors tu seras surpris de ça, mais je trouve que la personne qui est en charge du sourcing, c'est ma belle-mère, donc. Donc en fait, pas très loin. Mais non, mais en fait, si tu veux, c'est juste que tu as posé les installations, que ce soit les écoles, on a des pays dans lesquels on a des centres de formation, les pays dans lesquels on a des structures d'assainissement. Et c'est pas de la RSE pour cocher 2 cases. C'est parce qu'en fait, si tu fais pas ça, tu peux pas faire ton métier. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant, c'est que nous on l'aborde vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas... bien sûr que tu peux toujours enjoliver l'histoire. Mais la vérité, c'est que toi, ton métier, c'est d'aller traiter des matières premières naturelles dans les endroits où elles poussent et avec les populations locales parce que c'est elles qui ont le savoir-faire. Et du coup, tu vas là-bas, tu te fais connaître, tu te fais apprécier, tu crées l'écosystème, tu donnes et ensuite seulement, tu te rends compte que tu as de la stabilité. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous ces pays, en fait, tu finis par travailler avec des familles, tu finis par connaître toutes les générations de la famille. Comme nous, on bouge pas trop non plus. Et on reste dans l'entreprise, en fait, tu crées moi j'ai des amitiés avec des gens, c'est la 2e, 3e génération de producteurs. Pourquoi? Parce que comme je te dis, ma belle-mère, du coup, je partais en voyage avec elle, parce qu'avant c'était des trucs, et ça, c'est pas parce que c'est moi. C'est parce que tu prends sur les 1000 personnes de Robertet, t'en as 500 qui peuvent te raconter une histoire, celles qui sont à Grasse en tout cas, les 1000 à Grasse, parce qu'on est 2500 dans le monde. T'en as 500 qui vont te raconter une histoire similaire. Alors justement, je m'étais noté, tu dois avoir une ou 2 histoires incroyables à nous raconter. On l'a pas préparé, hein, mais mais j'imagine qu'avec cette historique dans la boîte, mais tu as dû avoir une ou 2 histoires sympas. Ouais, t'as des trucs de dingue. Tu avais, je vais te dire, parler de vieilles matières premières, mais on a vu des trucs où on a vu des matières premières qui flambaient d'un coup dans certains pays qu'en fait tu devais faire escorter les conteneurs par des navires de l'armée jusqu'aux eaux internationales pour éviter la piraterie et ce genre de choses. Donc t'as des histoires vraiment qui sont limite à la Blood Diamonds. Alors heureusement nous on a toujours été, et d'ailleurs sur la vanille c'est ce qu'on est arrivé, c'est qu'aujourd'hui on est une des seules sociétés autorisées à faire de la vanille par le gouvernement malgache, parce qu'en fait on est une des seules à le faire bien. Mais après, je peux te raconter, il y avait dans le temps, on traitait une matière qui s'appelait la civette, qui en fait était une espèce de sécrétion d'un chat sauvage éthiopien. Ça, à la base, ilang-ilang, ça a l'air plus sympa. Ilang-ilang, c'est plus sympa, tu vois. Mais bon, la civette, si tu veux, c'était une sécrétion, donc comme presque un caca, pour le parler vulgairement, de chat sauvage éthiopien, et ça avait une odeur, comme tu t'en doutes, hyper animale. Et c'était un produit qui était iconique de cette parfumerie des vieilles années, tu sais, où tu avais des odeurs très animales qui enregistrent des odeurs un peu, et tu as des très très grands parfums dans lequel tu avais cette civette-là. Aujourd'hui, on n'utilise plus de la civette naturelle parce que tu utilises plus de dérivés animaux dans notre industrie. Mais en fait, cette civette-là, ça ressemblait, tu penses à ce que ça ressemblait, et du coup, il y avait des gens sur place qui faisaient manger des bananes à des petits-enfants pour qu'ils aient un transit difficile, et en fait, tu te chargeais des sacs où tu avais un peu de civette et un peu de ça. Et donc, quand tu recevais les sacs, tu avais des gens qui étaient en charge de goûter le produit pour voir si ça avait le goût de banane ou pas. Parce que tu n'as aucune machine qui peut te dire ça, le goût de banane. Et donc, tu vois, ça, c'est des histoires qui sont... qui sont juste à l'impression de parler de l'exploration Indiana Jones et tout ça, alors que moi quand je suis arrivé dans l'industrie ça se faisait avec encore. 2001. Tu vois, donc mais après t'as des histoires folles sur chaque pays, et la plupart du temps c'est des très très belles histoires. C'est que je te dis, t'as des entreprises où on a des territoires sur lesquels il y a eu des tsunamis, des territoires sur lesquels il y a eu
Les earthquakes, on a des gens qui sont venus, tu essaies de relocaliser, tu essaies de replanter ailleurs, tu délocalises, tu dis aux gens, ben voilà, la maison est détruite, venez, on essaie de recréer ailleurs, tu refinances les exploitations. Je veux dire, si tu veux pas que je pleure en direct, je vais pas toutes te les raconter, mais il y en a plein. C'est un métier qui est, tu vois, et puis tu le vois, tu vas parler à n'importe qui de cette industrie, tu peux pas, tu peux pas fausser la passion à ce point. C'est un métier qui est incroyable. Bah oui. Quand c'est pas la civette, c'est vrai que c'est assez. Mais on se fera magique. On se fera une ou deux filières. Mais bon, le santal en Nouvelle-Calédonie, l'osmanthus en Chine. Enfin, t'as des trucs assez fous. Le maté, tu vois, quand tu vas boire le maté traditionnel au Brésil, qui est bien avant que les footballeurs s'en servent. C'est une boisson, c'est quelque chose qui est incroyable dans la parfumerie, le maté. T'as des très grands parfums masculins qui utilisent un absolu de maté que tu fais au Brésil, dans l'état de Paraná, là où t'as aussi beaucoup de narcotrafic. Donc, mais c'est top, tu vois, tu vas sur place, tu fais ça, tu sens ça, tu vis avec les populations. C'est un peu Pékin Express, tu vois. On est mi-Pékin Express, mi-Fine Fragrance. C'est génial. Vous ne devez pas vous ennuyer. C'est un super métier. Non, on s'ennuie pas. Mais ça t'explique le turnover aussi. Eh oui. On a vu un épisode avec Laurent de la Clergerie qui, pour d'autres raisons, a eu la semaine des 4 jours. Il a créé aussi une très belle culture d'entreprise et il nous parlait de ce non-turnover, comme parfois aussi un problème pour ceux qui veulent progresser. Et tu as des sortes de goulets d'étranglement, quoi. Donc, il faut arriver aussi à concilier ça. Nous, on a la chance d'être dans une société qui grandit hyper vite. Et comme je te dis, qui est hyper vaste. Et en fait, demain, tu as quelqu'un qui arrive et qui dit je veux créer l'alimentation de demain. Limite, tu peux créer une division pour servir cette alimentation de demain. Donc, en fait, ton champ est tellement vaste et tu vois, on a souvent des divisions qui se créent, des business qui se créent, des business qui deviennent des spin-offs ou des filiales. Et en fait, ça te laisse une possibilité, comme en plus, tu es très horizontal. Déjà, tu n'as personne qui a un seul job. Si tu arrives à trouver quelqu'un qui a moins de 3-4 jobs, ou au moins un job principal et 3 jobs secondaires, bah, c'est souvent la norme chez nous. Et ensuite, derrière, bah, je te dis, tu peux passer d'un silo à l'autre, déjà parce que ton socle, c'est le même, mais en plus parce que tu es vraiment dans la même boîte avec des gens qui se connaissent sur une industrie sur laquelle tu deviens vite aussi connu, parce qu'il y a 7 ou 8 boîtes, tu vois. Ouais. Donc, tu échanges avec tout le monde. C'est particulier. Du coup, fait qu'on n'a pas forcément les conditions négatives d'un turnover plus bas. Après, voilà, c'est pareil, je peux te raconter ça, on gère tous des entreprises, on sait aussi ce que c'est, et bien sûr que tu as des côtés négatifs, et justement, c'est là où la culture de famille, la culture de bienveillance, t'aide à compenser tout ça, et t'aide à faire que ton premier job, c'est de bosser sur ton environnement. Et après, tes équipes, tes collaborateurs, tes supérieurs, une fois que tu as un environnement qui est propice à ça, tu suis, je pense. Tout le monde suit. Parfait. Toi, si on vient pour finir et parler un peu plus de toi, donc tu as esquissé ton parcours au travers du podcast. Tu fais comment pour trouver un équilibre pro-perso, puisque apparemment une des solutions c'est que ta belle-mère veille sur toi au sein de la boîte. Ça j'ai compris. Et du coup, est-ce que tu voyages beaucoup? Comment tu fais pour retrouver l'énergie? Ça marche comment? Ouais, c'est là où on attaque la rivalité entre Nice et Marseille. Non, on va y venir. Non, écoute, le premier truc, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a la chance de voyager beaucoup. Alors, on a quand même des habitudes qui changent parce que le monde d'avant le Covid, c'est pas le monde de maintenant. Le monde aussi de demain où on fait attention à notre empreinte carbone, ça change aussi pas mal la donne. Mais de facto, on passe plus de temps en dehors de chez nous que chez nous. Moi, j'ai une règle absolue. Enfin, déjà, je pense qu'on voit des choses hyper cool, tu vois. Je suis pas en train d'aller voyager pour vendre des armes au bout du monde. Je suis en train d'aller voyager pour créer du parfum avec un esprit incroyable. Tu vois, j'ai la chance de bosser avec Virgil Abloh avant qu'il décède. En fait, tu vas parler à un des créateurs les plus géniaux du monde. Donc déjà, tu vois, rien que ça t'énergise. Après, moi, j'ai une règle absolue, c'est que le vendredi soir à 18h, j'embarque toute la famille, je vais à la montagne. Et je veux te dire, sur 50 semaines, c'est Isola, ouais. Et sur 50 semaines, allez, je vais dire 52 semaines, s'il y a 45 ou 46 semaines sur lesquelles je déroge pas à cette règle, c'est ça, même en été, en fait. Et si tu veux, c'est un peu notre safe space.
moi, un des autres atouts de ces boîtes régionales, de ces joyaux régionaux, c'est que tu as la chance, tu vois, de faire grandir ta famille dans des environnements qui sont dingues, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, là, je suis à Paris en ce moment pour enregistrer parce que c'était plus facile entre deux voyages, mais mes enfants viennent d'envoyer des photos, ils sont à la plage, tu vois. Alors pour ceux qui feraient des blagues, c'est pas parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi à Grasse. C'est pas parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi. On a même la 5G. On a la fibre. Et du coup, mais tu vois, c'est déjà, t'as la chance d'avoir pu faire grandir une famille dans un endroit qui est juste incroyable. Donc déjà, tu te ressources, tu vois, assez facilement. Quand en rentrant, t'arrives à l'aéroport de Nice, c'est pas comme si t'arrivais à l'aéroport de Kuala Lumpur, quoi. Tu vois, t'es direct un peu dans l'ambiance. Et après, on a cette règle qui pour moi est hyper importante, mais qui est aussi connectée, si tu veux, avec ce que je te décris comme la passion de nos métiers. Tu peux pas bosser avec la nature si si toi quelque part t'es pas assez fou de ça aussi, tu vois. Et en fait, la nature, tu l'exploites pas, tu travailles avec. Et nous, on le vit vraiment comme ça. Et du coup, bah, c'est un peu, tu vois, moi, dès que la semaine, tu peux me voir sur à peu près travailler n'importe quoi, entre 2 capitales, 2 avions et tout. Le vendredi soir, t'embarques tout le monde, t'as 1h30 de voiture à faire en électrique. tu t'arrêtes à l'Alliance Riviera. Tu t'arrêtes à l'Alliance Riviera s'il y a un match. Tu vas au match avec le petit. Et non, mais voilà, c'est sûr qu'on a cette équipe-là qui est très nature, de se retrouver hyper en famille et tout. Je pense que c'est important et on sanctuarise vraiment ces moments-là avec ma femme et nos 2 enfants. On skie ensemble, on fait, tu vois, on passe vraiment les week-ends à fond ensemble. Et derrière, ouais, l'autre petite spécificité, c'est que, et bizarrement, donc je suis un fan du plus grand club du sud de la France, l'OGC Nice. D'accord. Pas la même définition du sud de la France. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on s'en sort. Je suis le plus grand club entre l'est du Var et la frontière monégasque. Tu vois. Non, maintenant qu'il y a Fabrice Boquet qui est ton ami, j'ai de la sympathie pour voilà, les amis du ça. Sud-Est. On s'entoure, mais de toute façon, on est tous amis les clubs du Sud. Mais bon, là, moi, j'ai aussi ce petit côté qui fait que, bah, tu l'as senti. Je suis un amoureux de ma région. Je suis un amoureux de tout ce qui s'attache à la région et notamment, bah, je passe pas mal de temps autour du foot et bizarrement en fait dans nos boulots un peu globalisés, j'ai toujours fait énormément d'affaires avec des gens qui étaient passionnés de sport, passionnés de foot. Ouais. Et franchement, certaines des plus belles affaires qu'on a faites, ça a commencé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas amateur de foot, qu'on était fan de foot, d'un club, de basket, de sport, tu vois, parce que le sport, c'est hyper connecté, tu vois, il y a une notion hyper émotionnelle. Moi, j'adore un texte je crois que c'est Orwell qui a écrit ça, qui disait Football is war minus the shooting. Ouais. Et qui décrit un peu le truc, c'est que on avait travaillé sur une étude assez folle qui déterminait les intensités d'émotion. Et tu avais en gros trois moments d'intensité d'émotion chez l'homme. Tu avais les 2 plus forts, c'est l'amour, forcément, et la haine. Le sexe, la guerre, peu importe. Et ça, voilà, mesuré scientifiquement. Et en fait, ils ont essayé de répliquer plein de moments dans la vie, savoir à quel moment ton corps se met dans un état d'émotion qui est le seul qui est assez proche de ces 2-là. Ouais. Tu vois, ça, c'est les 2 qui sont vraiment inégalés. Et en fait, bizarrement, les configurations dans lesquelles les gens se retrouvent le plus, c'est quand tu les mets devant un événement sportif, et particulièrement un match de foot. Tu mets une finale de Coupe du Monde, tu branches des électroencéphalogrammes sur les gens, ils vont se mettre dans un état d'esprit proche, qui est celui qu'ils font quand ils font l'amour pour la première fois, ou de celui qu'ils sont quand ils regardent un pays de guerre ou qu'ils vivent une guerre. Ce qui est assez fou quand ils y pensent. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie connexion entre nos métiers qui sont des métiers de sens et des métiers d'émotion et le fait d'aimer le sport. Donc ouais, voilà. Moi, j'ai deux passions à côté, la montagne et le sport. Parce que quand on me dit, mais pourquoi est-ce que tu continues à regarder l'OM? Maintenant, j'aurai une réponse plus intelligente. Merci beaucoup. Tu pourras dire ça. Mais j'empêche la guerre dans le monde. T'as pas l'impression, là, mais en fait, j'empêche la guerre. Voilà. On n'est pas loin. Et puis, en plus, on est des clubs amis dans le Sud. On aime bien entretenir cette rivalité. Donc, ça fait plaisir. C'est ça. Mais, du coup, en revanche, il va falloir faire un truc pour les parfums dans les vestiaires. Ouais, écoute, on a travaillé. Là, on vient de travailler avec la Ligue nationale de rugby. On a travaillé avec l'équipe de France de foot. Et on travaillera volontiers avec les vestiaires de tous les clubs. Parce que c'est c'est les sortes de mauvais déos post-douche. C'est pas les meilleurs souvenirs. Aux États-Unis, il y avait une marque qui avait cartonné en faisant un parfum qui sentait l'herbe coupée des stades. Et les gens s'allumaient ça au moment des Sunday, des football Sunday que t'as aux États-Unis. et je crois que c'est Yankee Candles qui avait fait ça.
cartonné cette bougie herbe coupée. Parce qu'en fait, ça mettait les gens dans un état. Mais bon, je crois que t'as joué au foot un peu, c'est pareil. Tu rentres dans un stade, tu sens le truc d'herbe. Je parlais on a bossé pas mal sur le rugby. Là, on a fait un lancement de parfum. Il y avait Sébastien Chabal et on discutait de ça et je lui dis, je suis sûr que si je te fais ressentir cette odeur d'herbe coupée, et genre t'as les muscles qui se hérissent et tout. Il me dit, bien sûr, je retourne la table. Faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe avec le côté. Du coup, je l'ai pas fait parce que tu vois, on s'est un peu mis à distance. C'est ça. On sait jamais. Mais en vrai, tu vois, c'est ce que tu disais. Il y a des vraies émotions entre nos métiers de sens et le sport. Et du coup, je pense que c'est important. En tout cas, pour répondre à ta question, moi, je m'éclate dans mon job, mais je pense que quand t'as des safe space à côté et des trucs qui te déconnectent vraiment, mais dans une intensité forte, soit être à 2500 mètres sans réseau et juste penser à ton ski, ou être dans un stade de foot et pendant 2 heures, tu t'oublies et peu importe le club que tu supportes, t'es complètement dans le moment. Ben ouais, derrière, ça te permet le lundi de te remettre dans le rythme. Et en tout cas, c'est cool. Je pense qu'on a de la chance de pouvoir le faire. Ouais. Merci Fabien. Écoute, plaisir. Merci à toi. J'ai adoré la conversation et plaisir de se voir du coup pour un match. Ouais, match et grâce, ça y est, on a trouvé plein de... On a plein de rendez-vous là à Calais. À très vite Fabien, du coup. À toutes. Merci. Merci.